Dernier point, l'organisation de ces sociétés coloniales, sans qu'on puisse d'ailleurs en quelques minutes épuiser le sujet. Alors, c'est d'abord l'importance des villes coloniales, comme Saigon, que vous avez d'ailleurs à étudier. Donc, cette domination française est particulièrement visible dans les villes. Ces villes peuvent être parfois réaménagées et agrandies. C'est le cas de villes comme Alger ou Saigon qui existaient avant l'arrivée des Français. Les Français vont transformer ces villes, vont construire des quartiers européens, vont agrandir les villes. Parfois, comme Dakar, il s'agit de villes entièrement créées. Donc, à gauche, Dakar en 1850, un village indigène, une mission catholique, et c'est tout. En 1888, Dakar est devenue la plus grande ville française à l'ouest de l'Afrique, et vous voyez que l'ensemble de la péninsule a été urbanisé en suivant un plan à l'européenne avec des rues qui sont organisées de façon géométrique et un certain nombre de bâtiments représentatifs de la domination coloniale. Un fort, caserne d'infanterie, caserne d'artillerie, caserne de cavalerie, gendarmerie, commissariat. Donc la présence militaire et policière de la France. Une église, une grande église qui représente la présence religieuse de la France, un certain nombre de services, des hôtels, la poste, et également des infrastructures de transport, notamment un chemin de fer de Dakar jusqu'à Saint-Louis, également place du marché pour les activités de commerce, le port également, avec une jetée artificielle pour accueillir les navires en provenance de métropole. Voilà, donc une présence de la France qui va se manifester par la construction de bâtiments administratifs, notamment les bâtiments des gouverneurs, la construction de bâtiments scolaires, écoles, lycées, universités, des hôpitaux et des voies de communication, comme ce que vous voyez ici, la grande gare de Dakar. C'est également l'importance de la mise en valeur économique de ces colonies. L'objectif de la France est d'abord l'importation de matières premières. C'est la priorité. Mais vous avez des territoires qui sont très vastes et une administration française, comme on l'a dit, qui reste limitée. Du coup, dans certains territoires, la France va sous-traiter l'exploitation à des compagnies concessionnaires. On va parler de concession, des sociétés privées à qui le gouvernement confie l'exploitation économique d'une ressource ou d'un territoire. C'est particulièrement vrai en Afrique équatoriale française. Vous avez ici une carte du Gabon et du Congo français. Et ces territoires vont être en quelque sorte découpés entre différentes compagnies concessionnaires qui vont se charger de l'exploitation économique. Alors, ces compagnies concessionnaires, du coup, vont gagner de l'argent, et l'intérêt pour l'empire colonial français, c'est qu'elles vont en parallèle développer les infrastructures, développer les liens économiques avec la France, etc., etc. Alors, le problème pour les populations locales, c'est que ces compagnies concessionnaires vont la plupart du temps avoir tout pouvoir sur les populations qu'elles exploitent et les exploiter dans des conditions particulièrement pénibles, particulièrement difficiles. Au final, la part des colonies dans l'économie française reste très très limitée.
Donc la France va importer un certain nombre de matières premières. Vous voyez ici du sucre, du riz, du vin, du bois, des matières premières de type des minerais, par exemple. Ça peut représenter, comme pour le sucre ou le riz, une part importante des importations françaises. Mais dans l'ensemble, ça reste finalement assez limité. L'Empire ne représente que 10% des importations de la France. La France va importer bien davantage dans d'autres espaces, que ce soit d'autres pays d'Europe, que ce soit le continent américain, etc., etc. Et c'est la même chose du côté des exportations. La France exporte dans ses colonies, alors vous voyez différents exemples, des bougies, très importantes, des sucres raffinés, c'est-à-dire qu'on importe du sucre, on le raffine, on le réexporte dans d'autres colonies. On exporte des outils, des machines, des produits chimiques, mais là encore, les exportations représentent juste un peu plus de 10% des exportations françaises. Donc ça représente un marché pour la France, mais un marché, somme toute, assez limité. La France va également exporter sa culture à travers notamment l'école. On va enseigner le français aux populations colonisées, on va leur enseigner l'histoire de France, etc., les petits Gaulois, etc., etc. Bon, ça, c'est en quelque sorte l'image traditionnelle que la propagande coloniale a voulu développer. Alors, c'est vrai qu'il y a une élite locale qui va bénéficier de cette éducation européenne. Cette minorité va pouvoir obtenir des postes dans l'administration, alors pas les postes les plus importants, mais quand même. Cette minorité va pouvoir devenir médecin, avocat, etc., etc. Mais c'est une minorité. Seule une minorité parvient à s'approprier la langue, les habitudes des Français, la culture des Français. Pour une grande partie des colonisés, cette culture française reste quelque chose de très lointain, de très abstrait, et l'éducation française reste là aussi quelque chose de très lointain. Les effectifs scolaires, en tout cas jusqu'en 1914, vont être très très limités. Et dès qu'on s'éloigne des grandes villes coloniales, ces effectifs seront extrêmement faibles. Donc on va dire que la pénétration de la culture française reste limitée, qu'elle se cantonne aux principales villes coloniales, à une élite locale, et qu'elle a du mal à vraiment s'implanter dans les populations. Ça se développera après la Première Guerre mondiale et surtout après la Seconde Guerre mondiale, mais pendant la Troisième République jusqu'en 1914, c'est quelque chose d'encore très superficiel, cette culture française dans les colonies. On aboutit du coup à des sociétés qui sont particulièrement inégalitaires. On est dans un objectif de mise en valeur de ces colonies au bénéfice de la métropole et au bénéfice également des colons français les plus riches. Donc, il faut rentabiliser ces colonies. Et souvent, un certain nombre de mesures qui, évidemment, sont bénéfiques, sont prises dans cet objectif de rentabilité. Donc, on va développer des infrastructures, voies de chemin de fer, routes, etc., parce qu'il faut développer économiquement ces colonies. On va éduquer une élite locale qui sert à l'administration française. On va vacciner des populations parce que ces populations constituent une main-d'œuvre à exploiter. Alors, il ne faut pas être totalement cynique.
si vous êtes un médecin et que vous vaccinez des populations locales, ce n'est pas seulement pour les exploiter, c'est aussi parce que vous voulez les préserver d'un certain nombre de fléaux. Comme souvent, la réalité est complexe, comme souvent, les motivations peuvent être nombreuses. On peut à la fois vouloir sauver des vies et en même temps préserver une main-d'œuvre pour des objectifs économiques. Mais retenez que l'objectif, le résultat, ce sont des sociétés qui sont très hiérarchisées et extrêmement inégalitaires. Au sommet, il va y avoir les colons français les plus riches, ensuite d'autres colons français qui parfois ne vivent pas dans des conditions si bonnes, mais qui ont au moins un statut particulier en tant que citoyens français. Vous allez avoir ensuite une élite locale qui peut être bien éduquée, qui peut être riche, mais qui reste une population colonisée avec des droits limités, qui peut espérer rentrer dans l'administration coloniale, mais qui ne pourra jamais avoir les postes les plus importants. Et en dessous, vous allez avoir la population colonisée qui, pour l'essentiel, ne fait que subir la domination coloniale à travers notamment l'exploitation économique qui peut être plus ou moins dure selon les territoires. Et ça peut aller jusqu'à l'exploitation pure et simple, les travaux forcés et les châtiments corporels. Donc une société très très inégalitaire. Alors, en conclusion, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur ces sociétés coloniales. Vous verrez notamment tout ça à travers l'exemple de Saigon. En conclusion, l'Empire en 1914. Le deuxième empire au monde, sur le papier une très grande réussite pour la France, qui a réussi en partie à surmonter l'humiliation de la défaite de 1870 en se créant un nouvel empire, mais un empire qui est encore très très mal connu par les Français en 1914. Alors il y a des tentatives des expositions coloniales, notamment pour montrer aux Français à quoi ressemble leur empire, mais retenez que c'est surtout la Première Guerre mondiale et le lendemain de la Première Guerre mondiale qui vont permettre aux Français de se rendre vraiment compte de l'ampleur de l'empire colonial, de sa variété, des cultures également des populations colonisées. Donc c'est surtout pendant l'entre-deux-guerres que l'imaginaire colonial va se développer. Retenez également qu'il y a des oppositions à la colonisation avant 1914, mais que c'est surtout après la Première Guerre mondiale que ces oppositions deviendront importantes. Opposition d'un certain nombre d'intellectuels et de journalistes qui dénoncent les conditions, notamment les conditions de travail des populations colonisées, au Congo par exemple, et également développement, après la Première Guerre mondiale, des premiers véritables mouvements d'autonomie ou d'indépendance. Et ça, c'est la plupart du temps la conséquence de l'éducation des élites locales. Ces élites locales sont influencées par la culture européenne et comprennent du coup que il y a une inégalité fondamentale entre ce qui se passe dans la métropole et dans les colonies. Ces élites locales vont développer un argumentaire basé sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, sur les libertés fondamentales. Ils vont en quelque sorte retourner contre les Français les grandes idées démocratiques et républicaines. Et la conséquence de tout ça, ça va donc être le développement de mouvements qui demandent davantage d'autonomie pour les colonies ou qui demandent carrément l'indépendance. Mais tout ça, ça commencera surtout après la Première Guerre mondiale.